L'enveloppe Shelley. Dans les couloirs du pouvoir, certains secrets sommeillent pendant des décennies, d'autres se réveillent avec la force d'un séisme. Voici l'histoire d'un matin qui a tout changé. L'enveloppe est arrivée un mardi, pas par les voies officielles. Ces dernières sont surveillées, enregistrées et examinées par une douzaine de personnes avant d'arriver au roi. Celle-ci est arrivée autrement. Remis en main propre par un homme au visage émacié par le poids de ce qu'il portait. Le Dr. Ashworth, généticien, ancien médecin du palais. Un homme qui avait servi 3 monarques et gardé tous les secrets qu'on lui demandait jusqu'à présent. Le roi était levé depuis 4 heures. Voilà ce que fait la souveraineté. Elle vole le sommeil. Elle troque le repos contre les responsabilités. Il se tenait près de la fenêtre, observant les jardins ancestraux du château émerger des ténèbres quand on frappa à sa porte. La formalité ne le quittait jamais. Même seul, même épuisé, il restait ce qu'on avait fait de lui. Mais l'entraînement ne prépare pas à tout. Le médecin avait travaillé au service médical du palais pendant 37 ans. Il avait prélevé du sang sur des princes, prescrit des médicaments à des reines et été témoin de l'humanité privée qui se cachait derrière la couronne. Il avait également conservé des échantillons. Procedure de routine. Documentation obligatoire. Les dossiers médicaux de chaque membre de la famille royale sont conservés, catalogués et entreposés dans des chambres fortes climatisées sous Londres. Ce qu'il avait découvert 3 semaines auparavant n'avait rien d'ordinaire. Les 2 hommes se tenaient debout sous la lumière des lampadaires. Pas de cameras, pas de témoins. L'histoire se déroule dans le vide. La voix du Dr. Ashworth tremblait lorsqu'il expliqua qu'aucun protocole n'était prévu pour ce qu'il allait révéler. Le roi, conservant le calme qu'on lui avait inculqué depuis l'enfance, demanda qu'on s'exprime clairement. Ce qui suivit allait anéantir le récit soigneusement construit de toute une vie. Les tests avaient été effectués à 4 reprises, dans différents laboratoires, avec différents techniciens, lors d'études en double aveugle afin d'éviter toute contamination ou tout biais. La science était irréfutable. Les implications, elles, étaient impossibles. Le Dr. Ashworth a donné des explications sur les échantillons de 1997, prélevés avant la tragédie qui avait marqué toute une génération. Analyse comparative des dossiers médicaux mis à jour. Procédure standard pour la documentation historique. Mais les résultats des tests étaient tout sauf standards. Le roi prit l'enveloppe, ses mains trahissant son trouble intérieur. À l'intérieur se trouvait la preuve de ce que les initiés du palais murmuraient depuis des décennies, une liaison. Une liaison qui aurait dû rester enfouie dans les années 70, quand l'héritier était encore jeune, malléable, encore façonné selon les exigences de la couronne. Mais les liaisons ont une fin. Les gens passent à autre chose. Les tabloïds trouvent de nouveaux scandales. Les enfants ne disparaissent pas. Elle portait un nom aristocratique, un titre mineur, une beauté à faire tourner la tête aux jeunes hommes. Ils s'étaient rencontrés dans une propriété à la campagne en 1973. Il avait 24 ans, submergé par les attentes, désespéré de trouver quelque chose de vrai dans une vie d'authenticité mise en scène. Cela dura 4 mois. Passionné, téméraire, tout ce qu'un futur roi ne pouvait se permettre d'être. Lorsque leur relation prit fin, encouragée par des fonctionnaires du palais conscients du danger, elle disparut de la cour. Elle épousa un diplomate, s'installa à Genève et mena une vie paisible. Elle a eu un fils en 1974. Elle a dit à tout le monde, y compris au garçon lui-même, que son mari était le père. Elle a menti pendant 51 ans. Le fils devint un architecte renommé. Il conçut des ambassades, des musées, des bâtiments qui lui survivraient. Ilse Maria eut 3 enfants et mena une vie accomplie, sans éclat particulier, qui ne retint jamais de l'attention. Il n'avait jamais remis en question ses origines. Pourquoi l'aurait-il fait? Jusqu'au décès de sa mère l'année dernière. Dans ses affaires, les notaires ont trouvé une lettre, qui lui était adressée, scellée et contenant des instructions. À n'ouvrir qu'après sa mort. Elle y avait consigné la vérité, désigné l'héritier, tout expliqué, la liaison, la grossesse, la décision de la dissimuler. Le fardeau insupportable de voir son fils grandir avec les yeux, les manières et les habitudes inconscientes de son père sans jamais pouvoir parler. L'architecte n'y croyait pas. Il balayait ses pensées d'un revers de main, les qualifiant de souvenirs confus d'une femme mourante. Mais sa femme l'a convaincu de faire un test ADN, juste pour savoir, juste pour en avoir le cœur net. Il passa ensuite l'appel qui parvint au Dr. Ashworth. Le roi se tenait dans son bureau. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau. Il porta sa main à sa bouche. Il demanda si l'architecte était au courant, si un contact avait été établi. Le Dr. Ashworth a confirmé que personne n'était au courant, hormis le personnel du laboratoire, tenu au secret professionnel.
mais cet homme exigerait des réponses. Cela était certain. À cet instant, le monarque n'était plus un roi. Il était un père qui n'avait jamais connu son enfant. Un homme qui avait bâti sa vie sur le devoir et le sacrifice. Pour découvrir que son sacrifice avait entièrement transformé la vie d'un autre. Dihor. La pluie continuait de tomber. Le château se dressait, imperturbable depuis 9 siècles, face au drame qui se jouait entre ses murs. Mais à l'intérieur de ce bureau, entre ces murs ancestraux témoins de siècles de secrets royaux, tout avait changé. Le roi pâlit en lisant le rapport détaillé. Marqueurs génétiques, pourcentage de probabilité, certitude scientifique, le tout formulé dans un langage froid et clinique. Il ne s'agissait ni de spéculation, ni de pure invention de la presse à scandale. C'était la vérité, documentée et irréfutable. Quelque part à Londres, un homme vaquait à ses occupations, ignorant que sa perception de lui-même allait être bouleversée. Un homme qui partageait l'ADN du roi, Sonsang, son héritage génétique, et pourtant avait grandi complètement à l'écart de la sphère royale. Le poids de cette présence pesait sur le bureau comme une présence tangible. 50 ans d'absence. 50 ans d'anniversaire non fêté. Des moments importants non partagés. Une relation qui aurait dû exister, mais qui n'en a jamais eu l'occasion. Le roi songea à ses propres fils. Il les connaissait si bien, malgré toutes les pressions publiques et les luttes intérieures. Et maintenant, il y avait un autre fils. Un fantôme incarné par la science. Un chapitre manquant de son histoire. Un chapitre dont il ignorait l'existence. À l'ère moderne, les enquêtes et les secrets ont une durée de vie éphémère, qui se mesure en heures. Dès qu'une information est divulguée, même par 2 personnes enfermées dans une pièce, le compte à rebours commence. Le roi l'avait compris. Le petit cercle auquel il était contraint de faire confiance l'avait également compris. Le soir venu, 4 personnes étaient au courant. Le roi, le docteur Ashworth, son secrétaire particulier et la reine consort. Dans son salon privé, entouré de couleurs douces et de meubles confortables, un espace propice à la sincérité, elle l'écouta tout lui expliquer. La reine consorte avait traversé avec cet homme tous les scandales imaginables. Elle avait résisté à la haine publique, aux tabloïds vicieux, à l'ombre éternelle de sa première épouse. Elle était restée à ses côtés quand le monde entier le jugeait indigne. Les sondages montraient que le pays souhaitait son abdication avant même qu'il ne monte sur le trône. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait d'un homme qui avait vécu 50 ans sans connaître sa véritable identité. Elle s'enquit de la fiabilité des tests. Le roi expliqua le processus de vérification rigoureux, le recours à de multiples laboratoires et l'improbabilité statistique d'une erreur. 99,97%, des chiffres qui ne laissaient aucun doute. Sa main se tendit vers la sienne dans un simple geste de solidarité, forgé par des décennies d'examens minutieux. Puis elle posa la question qui comptait vraiment. Non pas ce qu'exigeait le protocole, ni ce que l'appareil du palais recommandait, mais ce qu'il désirait. Le roi se leva et s'approcha de la fenêtre, comme si la réponse se trouvait peut-être quelque part dans le paysage qui se dévoilait derrière la vitre. Il évoqua son désir d'avoir pu assister à des anniversaires, des remises de diplômes, des mariages. Il aurait tellement aimé voir grandir son fils. Être présent pour tous ces moments qui définissent une relation père-fils. Sa voix s'est brisée avant qu'il ne puisse terminer. Les mots planaient dans l'air, lourdes d'une nostalgie impossible pour un passé à jamais perdu. Pendant ce temps, dans un entrepôt reconverti de Shoreditch, l'architecte, incapable de travailler, était assis à sa table à dessin. Les résultats des tests ADN étaient arrivés cet après-midi-là. Officiel, certifié, impossible à réfuter. Il confia à sa femme que toute sa vie lui semblait bâtie sur des fondations fragiles. Elle tenta de le réconforter, lui expliquant que l'ADN ne changeait rien à qui il était. Mais il rétorqua que cela avait changé ce qu'il aurait pu devenir. Cette différence comptait plus qu'il ne pouvait l'exprimer. L'architecte n'était pas encore en colère. Cela viendrait plus tard, par vagues imprévisibles et difficiles. À cet instant, il se sentait libre. Sa mère l'avait aimé. Il en était absolument certain. L'homme qu'il avait appelé père avait été quelqu'un de bien, quoique distante. Il avait eu une enfance heureuse. Mais quelque part dans le monde, il y avait eu un autre père. Un homme qui ignorait son existence. Un homme qui se trouvait être roi d'Angleterre. Cette révélation n'avait pas seulement répondu à une question qu'il ne s'était jamais posée. Elle avait bouleversé sa vision du monde. Le secrétaire particulier avait déjà géré des crises. Décès royaux, menaces d'abdication, scandaleuses qui menaçaient de faire s'effondrer l'institution. Il aborda chacun d'eux avec la même précision calculée.
Mais cela exigeait bien plus qu'une simple gestion de crise. Il fallait définir ce que signifiait la vérité dans le contexte d'une monarchie constitutionnelle. All téléphone, en mode sécurisé, il donna des instructions pour une enquête approfondie. Ils avaient besoin de tout savoir sur cet homme, son parcours professionnel, ses relevés bancaires, formation medical, affiliations politiques, convictions religieuses. Et surtout, qui d'autre était au courant? L'enquête s'est déroulée discrètement. Les services de renseignement ont été informés, non pas pour des raisons de sécurité, mais à titre informatif. La vie de l'architecte a été examinée avec une minutie quasi médicale. Non pas pour dénicher un scandale, mais pour comprendre l'homme. Ce qu'ils ont découvert était d'une banalité réjouissante. Carrière réussie. Mariage stable depuis 26 ans. 3 enfants. Tout le monde prospère. Aucun casier judiciaire. Aucune idéologie radicale. Aucune faiblesse digne des tabloïds. L'architecte était, de la vie générale, exactement ce dont la couronne avait besoin. Un homme intègre. Mais la décence ne simplifie pas les scandales royaux, elle les complique. Un fils illégitime et problématique pourrait être renvoyé, indemnisé, isolé. Un homme bon, menant une vie paisible, découvrant soudainement ses origines, était incontrôlable. Il fallait le rencontrer. La situation exigeait de l'humanité plutôt que de la stratégie. Le dialogue plutôt que l'enfermement. L'appareil du palais, si habile à gérer les menaces et à manipuler les récits, se trouva confronté à une réalité qu'il ne pouvait ni dissimuler ni étouffer. Une histoire fondamentalement humaine qui défiait toute solution institutionnelle. Dans la salle de conférence du palais, ils se réunirent pour une réunion stratégique sans stratégie. Le secrétaire particulier exposa les options limitées qui s'offraient à eux. Prendre contact en privé, organiser une rencontre, tenter d'amener l'architecte à un accord. Ou bien il pouvait attendre, se préparer à l'inévitable prise de parole publique. L'idée que cette prise de parole était inévitable planait sur la discussion. Les gens parlent. L'épouse de l'architecte était au courant, peut-être ses enfants. Le personnel du laboratoire avait signé des accords de confidentialité, mais ceux-ci n'étaient pas inviolables. Il devait agir comme si la vérité allait éclater, car elle allait se révéler. La reine consort proposa une solution radicale. Reconnaître simplement que l'architecte était le fils du roi et en assumer les conséquences. La pièce accueillit cette suggestion en silence. La simplicité radicale de la vérité. La reconnaissance signifiait plus qu'une simple acceptation privée. Cela impliquait une déclaration publique. Réécrire l'histoire. Expliquer pourquoi un homme de 50 ans venait d'être reconnu. Cela impliquait de répondre aux questions de succession, de titres et du récit soigneusement entretenu de la bienséance royale. Les conséquences se multiplièrent comme des fissures dans du verre. Le roi prit sa décision. Il voulait rencontrer l'architecte avant toute chose. Cet homme le méritait bien. Le message a été transmis par le Dr Ashworth. Un message soigneusement formulé. Une invitation, non une convocation. L'architecte accepterait-il de rencontrer Sa Majesté en privé pour discuter des récentes conclusions médicales? La réponse arriva en moins d'1 heure. Simple et affirmative. Oui, c'est prévu pour jeudi, dans 2 jours, 48 heures, pour qu'un roi réfléchisse à ce que vous dites au fils dont vous ignoriez l'existence. Pour un architecte, se préparer à rencontrer son père, qui ignorait jusqu'à son existence, serait le domaine privé du roi dans les Cotswolds, son havre de paix. L'endroit où il pouvait être le plus lui-même, dépouillé de toute formalité, dans la limite de ce que sa position lui permettait. Le monde continuait de l'ignorer. Les journaux relataient les visites d'État, les débats parlementaires, les scandales de célébrités. La vie suivait son cours comme si rien d'essentiel n'avait changé. Mais dans 2 jours, dans ces jardins que le roi avait cultivés de ses propres mains, 2 hommes, liés par le sang mais séparés par 50 ans d'ignorance, allaient se faire face et tenter de trouver les mots pour exprimer l'inexplicable. Cette rencontre marquerait soit le début d'une relation, soit la confirmation de son impossibilité. Quoi qu'il en soit, la vérité ne pouvait plus rester cachée. Le rendez-vous de jeudi s'annonçait sous un ciel typiquement anglais, un temps si parfait qu'il semblait mis en scène. Un ciel dégagé, une douce chaleur, les jardins de la propriété privée témoignant du travail acharné du roi pendant des décennies, l'attention méticuleuse, la patience, la conviction que la croissance exige du temps et des soins. Il avait à peine dormi. La reine consort était restée auprès de lui toute la nuit, sans lui proposer de solution, car il n'y en avait pas. La simple présence face à l'impossible.
Le matin, le roi s'habilla en vêtements décontractés, choix qu'il s'accordait rarement, et contempla son reflet non par vanité, mais par besoin de se voir comme son fils l'aurait fait. Il se demande à voix haute à sa femme ce qui se passerait si l'architecte le haïssait. Elle rétorqua, tout aussi plausible. Et s'il ne le faisait pas? La question restait en suspens. Aucune des réponses n'était plus rassurante que l'autre. Une voiture s'approcha, traversant le parc. Sécurité minimale, discrète. À l'intérieur, l'architecte était assis en costume, car que porter d'autre pour rencontrer son père, qui se trouve être roi? Il avait confié à sa femme avoir l'impression d'assister à son propre procès. Elle l'avait réconforté et lui avait prodigué des conseils avisés qui avaient apaisé son angoisse. Aucun des deux n'était en procès. C'étaient simplement deux hommes qui tentaient de comprendre la vérité. La voiture s'est arrêtée. L'architecte sortit et resta un instant immobile, contemplant la maison, les jardins, cette vie à laquelle il n'avait jamais appartenu. Le roi, tapis à une fenêtre, observait la scène. La reconnaissance le frappa de plein fouet. Il se reconnaissait dans le visage d'un autre. Les mouvements, l'angle de la mâchoire, des échos génétiques sur 50 ans. L'architecte affichait une assurance tranquille qui rappelait au roi son propre père. La biologie s'affirmait d'une manière qui transcendait l'éducation et le milieu. La ressemblance était frappante pour quiconque y regardait attentivement. Ils se rencontrèrent dans le salon, suffisamment formel pour structurer la rencontre, mais suffisamment informel pour laisser place à l'échange. Un service à thé avait été dressé, car, selon la tradition anglaise, tout se résout autour d'un thé. Les deux hommes se firent face, séparés par un espace qui représentait non seulement la distance physique de quelques mètres, mais aussi le gouffre de 50 ans d'absence. Le roi remercia l'architecte d'être venu et reconnut le caractère inédit de leur situation. L'architecte se contenta de constater qu'il n'existait effectivement aucun mode d'emploi pour cela. Un silence s'installa entre eux, mais un silence non pesant. Le silence de deux personnes au bord de l'immensité, rassemblant leur courage pour s'avancer. Ils restèrent assis. Le roi versa le thé d'une main tremblante malgré tous ses efforts pour garder son calme. L'architecte accepta la tasse, tout aussi hésitant. Cette formalité leur offrit à tous deux le répit dont ils avaient besoin en ces premiers instants de vulnérabilité. Le roi prit la parole en premier lieu pour aborder le sujet le plus important. Il l'ignorait. Il avait besoin que l'architecte le comprenne absolument. La mère ne le lui avait jamais dit. Si elle l'avait fait, tout aurait été différent. L'architecte répondit qu'il le croyait. Il avait passé 5 jours à ne penser qu'à une seule chose, l'abandon ou l'ignorance. Il avait conclu à l'ignorance, et cette conviction lui permettait de rester assis dans cette pièce sans que la colère n'empoisonne toute possibilité de connexion. Un soulagement profond et visible illumina le visage du roi. L'architecte demanda alors pourquoi sa mère n'avait jamais dit la vérité. Le roi exposa sa théorie. Elle les protégeait tous deux, le protégeant lui d'un scandale qui aurait ruiné sa position avant même qu'il ne l'atteigne, protégeant son fils d'une vie sous le feu des projecteurs qu'il n'avait jamais souhaité. Mais l'architecte souligna le prix de cette protection. Une vie sans savoir qui il était. Ces mots résonnèrent entre eux avec force. Le roi les encaissa, incapable de répliquer, car l'architecte avait raison. Il n'existe pas de version heureuse de cette histoire, pas de scénario où tout le monde s'en sort indemne. La conversation s'orienta vers un sujet plus rassurant. Le roi s'enquit du travail de l'architecte. Lorsqu'il apprit l'importance accordée à la conception durable, aux bâtiments, qui s'intègrent à leur environnement, plutôt que de le combattre. Un léger sourire se dessina sur le visage du roi. Ce dernier avait passé 30 ans à défendre précisément cette approche, exaspérant son entourage par son plaidoyer environnemental. L'architecte admit avoir lu ses discours et en partagé la plupart des idées. Un terrain d'entente, inattendu et authentique, commença à se dessiner entre eux. Ils discutèrent pendant 3 heures, abordant leurs intérêts professionnels, leur famille et la philosophie. L'architecte parle de ses enfants. Le roi parla de ses fils. Ils évoquèrent de la femme qui avait gardé le secret, celle que l'architecte décrivait avec une telle tendresse que le roi regrettait de ne l'avoir jamais vraiment connue. Ils parlèrent de devoirs, d'héritage et du poids des noms qui marquent des vies avant même qu'elles n'aient commencé. Le roi fit visiter ses jardins à l'architecte, lui expliquant les principes de l'agriculture biologique, les projets de réensauvagement, le subtil équilibre entre intervention et laisser-faire naturel. L'architecte le comprit professionnellement, mais aussi viscéralement. La nécessité de construire des édifices durables, importance, au service d'une cause qui dépasse l'ego. Ils s'arrêtèrent près d'une prairie fleurie. L'architecte expliqua que ses enfants ignoraient encore l'existence de leur grand-père royal.
Il avait besoin de rencontrer le roi, de comprendre ce que cela impliquait, avant de modifier la perception que sa famille avait d'elle-même. Le roi demanda ce que l'architecte allait leur dire. La réponse fut simple, la vérité. Que leur grand-père était roi, que la biologie est étrange et complexe, et qu'elle peut parfois ressurgir des décennies plus tard. Que leur grand-mère a gardé un secret qui a probablement sauvé de nombreuses vies. Débute là, dans la prairie entourée de fleurs que le roi avait lui-même semées. Son calme royal finit par se fissurer. Depuis sa naissance, le roi avait été dressé à contenir ses émotions, à afficher un visage impassible, quelles que soient ses émotions. Mais l'entraînement a ses limites. Dans ce jardin, avec cet homme qui portait ses gènes et avait vécu une vie qu'il n'avait jamais connue, quelque chose s'est brisé. Les larmes ont commencé à couler. Il a dit qu'il avait tout manqué, qu'il n'avait été là pour rien. La réponse de l'architecte fut à la fois simple et profonde. Non, le roi n'était pas venu auparavant, mais il était là à présent. Les deux hommes se tenaient côte à côte à cet instant, sans s'enlacer. Trop tôt, trop incertain, mais présents d'une manière qui comptait. Un début, certes fragile et complexe. Ils rentrèrent à la maison au crépuscule. Ils élaborèrent des plans provisoires pour une autre rencontre, cette fois avec les familles. Il fut convenu qu'une reconnaissance publique viendrait à terme, mais qu'elle n'était pas nécessaire immédiatement. Il fallait du temps pour les deux parties. L'institution devrait s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors que la voiture de l'architecte s'éloignait, le roi resta dans l'allée à la regarder disparaître au détour du chemin. La reine consort sortit de la maison et lui prit la main. Il lui confia qu'il avait un fils qu'il ne connaîtrait jamais vraiment, et que ce fils avait un père qui ne pourrait jamais lui rendre les années précieuses. Mais c'était quelque chose. C'était réel. Cela devait suffire. Le soleil se couche sur le domaine, les jardins magnifiques et indifférents aux drames humains. La vie suit son cours, imperturbable face aux révélations. Le lendemain matin, le roi s'éveilla avec une lucidité qui lui avait fait défaut depuis des jours. Il a contacté son secrétaire particulier pour lui donner des instructions. Commencer à rédiger un communiqué en vue de sa publication ultérieure et prendre contact avec ses autres fils. Ils avaient besoin d'entendre ces nouvelles de leur père, et non par la presse à scandale ou des sources proches du palais. La vérité allait éclater. La seule question était de savoir s'ils allaient maîtriser la situation ou laisser le chaos décider. La famille se retrouve confrontée à un dilemme. Annoncer à ses fils l'existence d'un demi-frère exige un courage différent de celui nécessaire pour affronter le public ou gérer des crises constitutionnelles. C'était une affaire personnelle, in time, le genre de complication familiale qui ne tient aucun compte des titres ni des protocoles. Le roi avait demandé à rencontrer d'abord son fils aîné, puis le cadet, séparément. Ils ont toujours réagi différemment, l'un par une analyse minutieuse, l'autre par une émotion immédiate. En début de soirée, l'héritier arriva, le visage impassible, fidèle à la neutralité qu'il avait cultivée au fil des années dans la vie publique. Ils se rencontrèrent dans un bureau privé. L'espace entre eux était chargé d'un passé tu, sa mère disparue, le devoir, la lente conciliation des différentes approches d'une tâche impossible. Le roi commença par dire qu'il n'y avait pas de manière simple de partager ce qu'il avait besoin de révéler. La réaction immédiate de l'héritier révéla sa première crainte. Quelqu'un était-il en train de mourir? Le roi le rassura, affirmant qu'il n'en était rien, mais que la situation était complexe. Il lui expliqua alors méthodiquement. L'affaire des années 70, la grossesse ténue secrète, le silence de la femme pendant 50 ans, la vie de l'architecte vécue dans l'ignorance la plus totale, les résultats ADN qui prouvaient tout sans l'ombre d'un doute. Il vit son fils absorber des informations qui réécrivaient de l'histoire familiale, compliquaient la succession, ajoutant des branches à un arbre généalogique censé être parfaitement documenté. Le visage de l'héritier passa de la confusion à la compréhension, puis à une expression indéchiffrable. Après un long silence, l'héritier demanda si son frère était déjà au courant. Le roi expliqua qu'il l'annonçait d'abord à l'héritier, par respect pour sa position. Puis vint la question qui importait vraiment. Leur mère était-elle au courant? Le spectre qui plane sur toutes les discussions de la famille royale. Le roi expliqua que non. C'était bien avant elle, avant même qu'il ne la rencontre. Mais l'héritier, qui avait hérité de sa mère l'instinct de la vérité émotionnelle, fit remarquer qu'elle aurait détesté cela. La tromperie, l'enfant caché. Elle avait été marquée par la malhonnêteté royale, blessée par elle. Ce secret, même antérieur à sa naissance, aurait confirmé tout ce qu'elle soupçonnait quant à la capacité de l'institution à compartimenter les affaires. Le roi reconnut cette douloureuse vérité. La mère de l'héritier aurait exigé que la vérité soit dite, et elle aurait eu raison.
L'héritier commença à analyser l'information avec la rigueur et la méticulosité dont il avait fait preuve depuis sa naissance, en pesant soigneusement les options et leurs conséquences. Il demanda à quoi ressemblait l'architecte. Le roi le décrivit comme un homme honnête, réfléchi, architecte spécialisé dans le développement durable, marié et père de 3 enfants, qui avait mené une vie paisible loin des contraintes de la royauté. L'héritier fit une remarque empreinte de reconnaissance plutôt que d'amertume. Leur demi-frère avait lui aussi vécu une vie heureuse, protégé du poids de leur rang. Il y avait là une certaine ironie. Il avait passé toute sa vie au cœur des rouages de la royauté. L'architecte, Louis, avait passé la sienne en dehors. Chacune des 2 options présentait ses inconvénients, ses avantages et ses inconvénients. Le roi déclara qu'il souhaitait que l'héritier rencontre l'architecte lorsqu'il serait prêt, accompagné de sa femme et de ses enfants. Il considérait l'architecte comme un membre de la famille. L'héritier s'interrogea sur la pertinence des liens biologiques pour définir la famille, arguant que celle-ci ne se résumait pas aux gènes. Le roi acquiesça, ajoutant toutefois que la famille n'était pas moins importante que les gènes. Plus tard dans la soirée, le roi rencontra son fils cadet dans une autre résidence. La dynamique était différente, plus souple, plus instable, une relation encore marquée par des années de rupture. Le jeune prince arriva avec la carapace qu'il avait forgée après des années d'observation scrutée, d'incompréhension et, finalement, de prise de distance avec l'institution. Le roi racontait la même histoire. La réaction fut immédiate et viscérale. La réponse du jeune prince le toucha au plus profond de son être. Un autre secret de famille, une autre chose que personne n'avait songé à évoquer jusqu'à ce que la vérité éclate. Le roi insistait sur le fait qu'il n'était absolument pas au courant. Mais le prince, à présent, arpentait la pièce, arguant que quelqu'un devait forcément l'avoir su. Sans doute des membres du personnel du palais, chargés de gérer ses affaires, et qu'ils avaient étouffé l'affaire. C'était le combat perpétuel du prince. Cette machinerie institutionnelle qui se protégeait au détriment des individus. Il l'avait vu consumer sa mère, puis sa femme. Chaque nouveau secret confirmait sa vision des priorités du palais. Le roi expliqua qu'il était convaincu que personne n'était au courant, pas même la défunte reine. Tout avait été étouffé par une femme qui cherchait à protéger les personnes impliquées. Le prince cadet demanda ce qui allait se passer ensuite. Allait-il reconnaître l'architecte, lui donner un titre, faire comme si 50 ans d'absence n'avaient aucune importance? Le roi répondit qu'il reconnaîtrait de la vérité et tenterait ensuite de construire quelque chose à partir de là. C'était tout ce qu'on pouvait faire. Le prince cessa de faire les 100 pas et regarda son père. La tension perpétuelle de leur relation persistait, partagée entre l'espoir d'une évolution positive et le souvenir de décennies de déception. Il dit vouloir rencontrer l'architecte, non pas pour une simple photo ou une présentation officielle, mais pour le rencontrer réellement, afin de savoir s'il méritait d'être protégé. Le roi précisa que l'architecte ne recherchait ni protection ni notoriété, mais simplement à comprendre sa propre vie. À ces mots, le prince laissa transparaître une expérience commune. Tous 2 avaient été marqués par des mères qui avaient gardé de douloureux secrets. Les conversations se poursuivirent les jours suivants. L'épouse de l'héritier rencontra le roi et l'écouta avec l'intelligence, pratique qui avait fait d'elle un facteur de stabilité inattendu au sein de la famille. Elle posa des questions précises sur l'épouse de l'architecte, ses enfants et les conséquences d'une union royale soudaine. Son approche n'était ni moralisatrice ni sentimentale, mais simplement axée sur la compréhension de la dimension humaine des événements. Les petits-enfants royaux ont été informés de manière adaptée à leur âge. Les jeunes princes et princesses ont ainsi appris qu'ils avaient de nouveaux membres dans leur famille élargie. Ils réagirent avec l'insouciance de la jeunesse, s'intéressant davantage à savoir si ces nouveaux cousins aimaient le football qu'aux implications constitutionnelles. Leur innocence offrait un certain réconfort aux adultes qui tentaient de gérer cette situation complexe. Un dîner de famille fut organisé au château, une tentative de normalité alors que rien ne l'était. Les enfants jouaient ensemble, comme le font les enfants. Les adultes conversaient autour de l'immense présence silencieuse à table, l'architecte, absent mais omniprésent dans les pensées de chacun. L'épouse de l'héritier s'entretenait à voix basse avec le roi de sa prochaine rencontre avec l'architecte. Elle pensait qu'il serait utile qu'une personne sans passé lourd de préjugés pose les questions. Le roi accepta avec gratitude, reconnaissant la valeur de son regard extérieur. À l'autre bout de Londres, l'architecte dînait avec sa femme et leurs enfants. Une réunion parallèle, tout aussi marquée par le changement. Ce soir-là, il annonça à ses enfants, ses filles de 23 et 17 ans et son fils de 20 ans, qu'ils avaient remarquablement bien réagi,
Mieux peut-être même que l'architecte lui-même. Son aîné lui demanda s'ils étaient apparentés aux jeunes membres de la famille royale. Techniquement, oui. Son fils a déclaré que c'était complètement absurde. Sa cadette, pragmatique comme sa mère, a demandé ce qui allait se passer et s'il devait changer quelque chose. L'épouse de l'architecte a apporté un éclairage rassurant. Rien ne changeait sans leur consentement. Il s'agissait d'informations sur leur histoire familiale et non d'un scénario pour leur avenir. La famille était réunie, à la fois ordinaire et extraordinaire. L'architecte observait ses enfants assimiler cette révélation avec une force qui le rendait à la fois fier et triste. Ils n'avaient pas souhaité cette complication, mais ils y faisaient face avec dignité. Cependant, les choses changeaient, qu'ils le veuillent ou non. Le secret se propageait bien au-delà de son cercle initial. L'équipe du secrétaire particulier travaillait sur des protocoles de confinement, tout en sachant qu'un confinement total était finalement impossible. Il y aurait toujours quelqu'un pour parler. La question était de savoir s'il pourrait maîtriser le récit une fois la crise déclenchée ou si le chaos en imposerait la loi. Les avocats du palais préparaient des communiqués, les équipes de communication élaboraient des scénarios. La machine de gestion de crise se mettait en marche, tandis que les personnes au cœur de tout cela tentaient simplement de se frayer un chemin dans un climat émotionnel inédit. Une nuit à Londres, 2 familles séparées, liées par l'ADN et confrontées à des conséquences qu'aucune n'avait choisies, mais auxquelles toutes deux devaient faire face. Le roi se tenait au château, contemplant le parc illuminé par les projecteurs de sécurité. Quelque part dans la ville, son fils nouvellement reconnu, contemplait sans doute son propre paysage, tout aussi incertain de l'avenir. L'institution survivrait à cela. Elle avait survécu à pire. Mais au final, ce ne sont pas les institutions qui comptent, ce sont les gens. Et le roi avait failli à son devoir envers une personne qui méritait mieux. La seule question qui se posait désormais était de savoir si cette reconnaissance, aussi tardive fût-elle, avait une quelconque importance. Si 50 ans d'absence pouvaient être compensés par une présence à présent. 2 hommes séparés par les circonstances pourraient-ils bâtir quelque chose de réel à partir des fragments de ce qui aurait pu être? La révélation éclata à 6h47 un mardi matin, non par les voix officielles, ni par des communiqués soigneusement orchestrés par le palais, mais par une fuite, quelqu'un au laboratoire, un ami des architectes, ou simplement quelqu'un qui avait entendu une conversation et n'avait pu résister à la tentation de relayer le scandale royal. Les gros titres se répandirent comme une traînée de poudre. Fils royal caché. L'ADN prouve que le roi a un héritier dissimulé. À 19 heures, tous les grands médias s'étaient emparés de l'affaire. À 20 heures, la maison de l'architecte était cernée par les caméras et les journalistes. À 21 heures, le palais était en pleine crise. Des réunions d'urgence ont été convoquées. Le secrétaire particulier, l'équipe de communication et les avocats se sont réunis, dans une panique contenue propre aux institutions assiégées. 2 options s'offraient à eux, nier et enquêter, ou confirmer et reprendre le contrôle. Étant donné que les preuves ADN étaient légitimes et déjà publiques, nier la situation ne ferait qu'empirer les choses. Ils devaient faire une déclaration dans l'heure. Plus ils resteraient silencieux, plus les événements leur échapperaient. Mais le roi n'était pas au palais. Il se trouvait dans sa résidence de campagne, où il s'était retiré pour réfléchir et se préparer à ce qu'il savait inévitable. La reine consorte était assise à ses côtés, tous deux lisant les informations sur des écrans qui leur paraissaient intrusifs. Même chez eux, la première pensée du roi ne fut ni pour lui-même ni pour l'institution. Il évoqua la nécessité de protéger l'architecte de ce qui allait le submerger. Au domicile de l'architecte, les gardes du corps tentaient de contenir la presse qui avait surgi comme par magie. Sa femme s'efforçait de protéger les enfants du chaos qui régnait à l'extérieur. À l'intérieur, l'architecte fixait son téléphone, submergé par des centaines de messages et de demandes d'interview. Il fit remarquer à sa femme que c'était le quotidien du roi. Chaque instant de sa vie privée disséqué, chaque relation analysée au microscope. Elle leur suggéra de ne rien dire et d'attendre que ça passe. Mais l'architecte se demanda à voix haute si ça passerait ou si la presse continuerait à creuser jusqu'à anéantir toute possibilité de vie privée pour la famille. Le cirque médiatique s'intensifiait d'heure en heure. Les journalistes spéculaient à toute va. Les experts royaux analysaient chaque aspect de la question. Le public était partagé entre fascination et fureur. Certains ont pris la défense du roi. C'était avant son premier mariage, une affaire privée remontant à plusieurs décennies et qui n'avait nui à personne. D'autres l'ont attaqué pour son secret, pour un prétendu abandon, pour avoir ajouté une nouvelle dimension à l'héritage complexe de la bienséance royale.
Le récit s'est divisé selon des schémas prévisibles, la vérité passant au second plan face aux allégeances tribales. L'architecte est devenu une célébrité instantanée malgré lui. Les photographes ont comparé ses traits à ceux du roi dans des analyses comparatives. Des articles ont disséqué sa carrière, sa famille, toute sa vie, cherchant désespérément le moindre scandale ou fait d'intérêt. Ils n'ont rien trouvé. L'architecte était comble de la frustration pour les tabloïds avides de sensationnalisme. Exactement ce que l'enquête initiale avait révélé. Un homme bien menant une vie paisible, sans squelette dans le placard. Ce qui, paradoxalement, ne faisait qu'empirer les choses pour la machine médiatique. L'histoire d'un bâtard royal abandonné, au destin tragique, ne correspondait pas aux faits. On a donc inventé de nouvelles pistes. Des rumeurs ont circulé concernant des paiements secrets au palais, totalement infondés. Les allégations selon lesquelles l'architecte aurait recherché des titres ou de l'argent étaient tout aussi fausses. Les rumeurs de dissensions et de ressentiments familiaux étaient pour la plupart infondées. Quand la réalité ne fournit pas suffisamment de drames, certains médias n'hésitent pas à en créer de toutes pièces. Au palais, le roi a relu plusieurs versions de la déclaration officielle, chacune lui paraissant inadaptée à la situation. Il demanda, sur un ton rhétorique, comment on pouvait résumer 50 ans de complexité humaine en 3 paragraphes. Le secrétaire particulier répondit avec pragmatisme. On ne peut pas. On énonce les faits et on exprime le sentiment approprié. Le reste suivra son cours, indépendamment du contenu de la déclaration. Les mots ont leurs limites dans ce genre de situation. Le communiqué, publié sur papier à en-tête officielle du palais, employait un langage mesuré qui, paradoxalement, disait tout et rien à la fois. Il confirmait les résultats des tests ADN, reconnaissait que le roi ignorait l'existence de l'architecte jusqu'à récemment, exprimait le souhait sincère de Sa Majesté d'établir une relation privée avec l'architecte et sa famille, et demandait aux médias de respecter leur vie privée durant cette période délicate. Cette dernière requête frôlait l'optimisme naïf. L'architecte suivit la déclaration à la télévision. Son visage se figea, non pas sous l'effet de la colère, mais d'un profond épuisement. Il fit remarquer à sa femme que le roi protégeait l'institution. Il l'avait compris, mais la déclaration était si prudente qu'elle ne disait rien de concret, rien qui ne saisisse la véritable dimension humaine de ce qu'il vivait. C'était de la diplomatie là où la vérité était nécessaire. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. L'architecte faillit ne pas répondre, las des journalistes et des curieux. Puis il parla. La voix du roi parvint à ses oreilles, tremblante et d'une sincérité indéniable. Il s'est excusé pour la façon dont l'architecte vivait la situation. Ce n'était pas ainsi qu'il avait souhaité que les choses se déroulent. L'architecte a reconnu en être conscient, mais a souligné que c'était le monde du roi, son autorité en matière de déclaration et de gestion, et sa mission étant de protéger la couronne. Il demanda si les choses ne devaient pas forcément se passer ainsi entre eux. L'architecte répondit avec une franchise douloureuse. N'est-ce pas? L'un était roi, l'autre un architecte désormais réduit à un titre de journal. Ils existaient dans des univers différents. Un silence s'installa au téléphone. La vérité tomba brutalement. Ils discutèrent pendant 30 minutes. Le roi tenait absolument à préserver le lien fragile qu'ils avaient commencé à tisser. L'architecte, quant à lui, était bouleversé par cette soudaine exposition médiatique et la destruction de sa vie privée. La conversation ne s'acheva pas sur une résolution, mais sur l'accord de se reparler une fois la tempête passée. Nul ne savait quand cela se produirait. Les jours passèrent. La couverture médiatique a évolué, mais n'a pas disparu. La vie de l'architecte a été bouleversée à jamais. Il est devenu célèbre partout. Vie privée anéantie. Des enfants confrontés à une célébrité soudaine et non désirée. Des photographes les suivaient jusqu'à l'école. Les journalistes ont contacté les membres de sa famille élargie. Le cabinet d'architectes qui l'employait a reçu des centaines de demandes d'interview. La vie que cet architecte avait bâtie au fil des décennies était passée au crible par des gens qui ne l'avaient jamais rencontré. Une semaine plus tard, ils organisèrent une autre rencontre. Non pas dans la résidence de campagne du roi, désormais trop exposée, trop associée à leur première rencontre, et donc susceptible d'être surveillée, mais dans une propriété privée en Écosse. Personnel réduit au minimum. Aucune presse. Juste le roi, l'architecte et la conversation qu'il devait avoir, à l'abri des regards et des jugements du monde entier. Les Highlands écossaises. La pluie contre les fenêtres créait un rythme presque méditatif. 2 hommes dans un salon qui semblait être un territoire neutre, n'appartenant à aucun de leur monde. Le roi prit la parole le premier, avouant ne pas savoir comment être le père de l'architecte. Ce dernier répondit avec la même franchise. Il ne savait pas non plus comment être le fils du roi.
Il avait eu un père, décédé 6 ans auparavant, qui lui manquait toujours. Et maintenant, il avait le roi, un lien génétique, mais un lien qui ne lui semblait ni réel ni authentique. La relation qu'ils auraient pu avoir était impossible. La question était de savoir ce qu'il pourrait construire à la place. Le roi demanda ce qu'il devait faire. L'architecte réfléchit à cette question avec sa méthode habituelle. Il devrait essayer, conclut-il, non pas être ce père et ce fils dont la relation est révolue depuis 50 ans, mais être autre chose. 2 personnes liées par le sang qui souhaitent se comprendre. Aucun titre ne les sépare. Aucune institution n'intervient dans leurs échanges. Juste eux, en tant qu'individus. Tenter de créer quelque chose d'authentique à partir de circonstances impossibles. Le roi accepta ce cadre. Ils élaborèrent des plans pendant l'heure qui suivit. Des dîners privés, soigneusement organisés, mais aussi informels que possible. La famille de l'architecte rencontrant la famille royale. Non pas une rencontre royale, mais plutôt une discussion entre des membres d'une même famille élargie, confrontés à une histoire commune complexe. Ce ne serait pas facile. Les tabloïds photographieraient tout ce qu'ils pourraient. Les spéculations seraient sans fin. L'intimité serait minimale, mais ils tenteraient tout de même le coup, car c'était la seule option qui menait à quelque chose de concret. Quelques semaines plus tard, une garden party privée au domaine. Le roi et la reine consortent, l'héritier, son épouse et les enfants royaux, l'architecte, son épouse et leurs enfants. Au début, tout le monde était un peu mal à l'aise, mais présent et disposé à participer. L'aîné de l'héritier et l'aîné de l'architecte ont parlé de leur choix d'université et de leurs projets professionnels. La cadette de la famille royale et la benjamine de l'architecte ont sympathisé grâce à leur intérêt commun pour l'art. Le fils de l'architecte et le plus jeune prince jouaient au football dans le jardin sous le regard des adultes, reconnaissant de l'acceptation sans difficulté de cette nouvelle configuration familiale par les enfants. Le roi observait l'architecte avec ses petits-enfants biologiques, issus de cette lignée nouvellement découverte, et ressentit l'étrange décalage de contempler une vie qu'il aurait pu façonner, mais qu'il n'avait pas faite. 2 réalités parallèles qui se hantaient mutuellement. L'épouse de l'héritier s'adressa discrètement au roi, remarquant que tous semblaient heureux. Ce n'était pas rien. Le roi répondit que ce n'était pas suffisant non plus. Elle a reconnu cette vérité, mais a suggéré qu'il s'agissait tout de même d'un début. C'est parfois sur les débuts que l'on construit. La réunion s'est poursuivie tout l'après-midi. Des rires perçaient parfois la gêne. De petits liens se tissaient entre des personnes qui partageaient des gènes, mais pas d'histoire. Le travail lent et difficile de construire quelque chose à partir de fondations fragiles. Personne ne prétendait que c'était normal ou facile, mais chacun était présent. Et cela importait plus que la perfection. Ils étaient fiers de leur héritage, sans pour autant s'y réduire. Le roi envoyait des cartes d'anniversaire, assistait au mariage de la fille aînée de l'architecte 2 ans plus tard, et s'efforçait, par de petits gestes, d'être présent dans une vie dont il avait manqué les fondements. Il se retrouvait pour dîner 4 ou 5 fois par an, construisant peu à peu quelque chose qui ne rentrait pas dans les cases, mais qui était pourtant bien réel. Les années passent, de brefs aperçus du passé. L'architecte et le roi, lors de diverses occasions, officielles et informelles, apprennent peu à peu à se connaître. Non pas une relation père-fils au sens traditionnel, mais une famille dans sa forme moderne et complexe. Les enfants de l'architecte interagissent naturellement avec leurs cousins royaux. 2 arbres généalogiques qui s'étaient développés séparément pendant un demi-siècle s'entremêlaient lentement. Dans ces moments d'intimité, le roi s'autorisait à ressentir ce qu'on lui avait appris à ne pas ressentir. Du regret. Non pas pour la liaison elle-même, fruit de la jeunesse, de la faiblesse humaine et compliquée par le temps, mais pour les années perdues, pour l'enfant qui avait grandi sans lui, pour l'arbre généalogique qui aurait pu être différent si seulement quelqu'un avait dit la vérité des décennies plus tôt. Le regret est un puissant maître, même lorsqu'il ne peut changer le passé. Le roi, plus âgé désormais, contemple dans son château des photographies exposées sur une étagère privée. Sa famille officielle sur l'une, l'architecte et sa famille sur l'autre. 2 vies génétiquement liées, mais qui ne s'entremêlaient que maintenant, avec précaution et imperfection. Le personnel du château qui vit ces photos comprit qu'elles représentaient quelque chose que le roi portait en lui en silence. Non pas de la honte, mais la reconnaissance de la complexité, du refus de la vie de se conformer à des catégories bien définies. En final, la souveraineté revêt de nombreuses significations. Le pouvoir, le devoir, l'héritage, mais aussi ceci. Être humain dans un rôle qui exige d'être plus qu'humain,
commettre des erreurs qui entrent dans l'histoire, aimer imparfaitement et publiquement, sous le regard et le jugement du monde entier, sans jamais vraiment saisir toute la complexité de la situation. Le roi s'était effondré en lisant les résultats des tests ADN. Dans l'intimité de son château, il avait pleuré pour le fils qu'il n'avait jamais connu et pour la vie qu'il ne pourrait jamais retrouver. Mais il s'était relevé, avait affronté l'architecte, sa famille, le public et son jugement, et il essayait, imparfaitement, tardivement, mais sincèrement, de bâtir quelque chose de réel à partir des fragments d'un secret qui n'aurait jamais dû être gardé. C'est tout ce que nous pouvons faire, que nous soyons de sang royal ou non, tenter de faire mieux que les secrets qui nous ont façonnés. Tenter de bâtir la vérité sur les ruines du mensonge. Tenter de créer des liens par-delà des gouffres apparemment infranchissables. Le roi essayait, l'architecte essayait, et dans cet effort, malgré tout, quelque chose qui ressemblait à une famille prenait lentement forme. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque couronne, sous chaque titre, se cachent des êtres humains, imparfaits, complexes, qui tentent de se frayer un chemin dans des vies façonnées par des choix qui ne sont pas entièrement les leurs. Si cette histoire vous a touché, partagez vos impressions. Qu'auriez-vous fait? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inédites des coulisses des palais. Après tout, la vérité est toujours plus convaincante que la fiction.